tous et bienvenue dans cette masterclass. Je suis absolument ravie de vous accueillir pour évoquer avec vous aujourd'hui tous les enjeux autour du pacte d'associés. Donc, je pense qu'il y a dans l'auditoire des créateurs d'entreprises, des personnes qui ont déjà créé leurs entreprises et qui envisagent d'associer de nouveaux associés opérationnels ou des investisseurs et peut-être des startups qui sont en passe de lever des fonds. Cette masterclass vous concerne tous car à quelque étape que ce soit de la vie de votre société, vous aurez besoin de vous référer à un pacte d'associés et il est absolument essentiel que ce pacte soit bien ficelé et qu'il sauvegarde vos intérêts. Alors, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit aujourd'hui de vous lancer heu, dans une entreprise, dans un projet entrepreneurial sans business plan ou alors sans avoir préparé un executive summary? C'est-à-dire sans avoir défini les grandes stratégies de développement économique, financière et les différentes étapes pour y arriver et sans avoir fixé les objectifs. Eh bien, au même titre que cela paraît inconcevable, il paraît inconcevable aujourd'hui de se lancer dans une association sans avoir fixé les règles du jeu, sans avoir expliqué comment on y entre, pardon, comment on en sort, quels seront les droits et les devoirs de chacun et les responsabilités des associés pendant toute la durée de l'association. Ce pacte, enfin, l'objectif du pacte, ça va être justement de déterminer toutes ces règles et ça va devenir votre feuille de route, un document, un instrument auquel vous allez vous référer pendant toute la durée de la société, de la vie de la société. Nous allons voir tout au long de cette masterclass comment faire en sorte que ce pacte soit bien négocié et comment préparer cette feuille de route dans 2 contextes qui sont très différents. Le premier contexte, ça va être, celui d'une association entre associés opérationnels, 2, 3, 4, 5 associés qui décident, de monter ensemble un projet ou d'exercer en commun leur profession. Et puis dans un contexte très différent, celui, des levées de fonds. Et nous allons le faire au moyen d'exemples très concrets et très précis, tirés pour la plupart de mon exercice professionnel, puisque je suis avocate en droit des affaires, que j'interviens en conseil et en contentieux. Et donc, j'accompagne les créateurs d'entreprises à l'occasion justement donc, du montage de leur projet, puis ensuite à l'occasion d'opérations plus exceptionnelles, comme à l'occasion du rachat de leur entreprise ou de l'arrivée d'investisseurs. J'interviens également en contentieux puisque je gère des conflits d'associés et interviens dans les problématiques de responsabilité des dirigeants. Donc c'est effectivement sous cet angle-là que nous allons aborder cette masterclass. Alors, pourquoi conclure Hem, Pardon, je vais attaquer ma slide. Pourquoi conclure un pacte d'associés? Alors, une des principales, un des une quelque chose qui est tout à fait récurrent, qui est quasiment systématique, lorsqu'on se pose cette question, ça va être de dire: «Pourquoi est-ce qu'on doit conclure un pacte d'associés alors qu'il y a déjà les statuts de la société qui existent et qui ont vocation à régir les règles applicables, entre les sociétés?» 2e question, pourquoi conclure un pacte d'associés pour régler les conflits alors qu'a priori, il y a pas de difficulté? Quoi qu'il arrive, on va toujours se mettre d'accord et puis on va toujours trouver, une solution à nos différends et à nos désaccords s'ils se présentent. Bon, souvent effectivement, à l'occasion de la création d'une entreprise, c'est un souci d'économie qui parle, c'est-à-dire qu'on préfère consacrer des fonds à des postes, des fonctions ou en tout cas, heu, des éléments qu'on estime beaucoup plus constructifs. Eh bien, c'est pourtant une erreur d'appréciation magistrale. Tout d'abord, les statuts n'ont pas, nécessairement vocation à tout régir entre associés. Le pacte doit venir compléter les statuts. À la différence des statuts, le pacte est beaucoup plus souple et on est beaucoup plus libre dans l'aménagement. Le pacte, peut, créer des droits et des obligations spécifiques en faveur de certains associés et pas envers d'autres. Les statuts s'appliquent à tous les associés. Le pacte présente également un avantage qui est absolument considérable, c'est qu'il est confidentiel.
Est-ce que vous imagineriez que vos salariés ou que vos investisseurs extérieurs, vos partenaires, connaissent absolument tout des modalités convenues de votre rémunération, de la date à laquelle vos investisseurs vont sortir, des conditions auxquelles vous pourriez vous-même être amené à être éjecté? C'est absolument pas concevable. Il est absolument essentiel stratégiquement que certaines informations demeurent confidentielles et que personne n'en ait à connaître. Le pacte, à la différence des statuts aussi, peut être beaucoup plus facilement modifié et réadapté, que les statuts. Puisque les statuts, il faut obligatoirement réunir une assemblée générale, ce qui demande un certain formalisme, alors que pour modifier un pacte, on s'assied autour d'une table et on signe, on discute et on signe. Le pacte est également relatif, c'est-à-dire qu'il n'est applicable qu'entre ses signataires, ce qui peut aussi présenter un intérêt. Alors, les limites du pacte, c'est que, à la différence des statuts, lorsque une disposition du pacte n'est pas appliquée, eh bien, ce n'est pas la nullité ou l'inopposabilité de cette action, qui peut être encourue. Ça va être, la plupart du temps, l'octroi de dommages et intérêts, la possibilité de demander des pénalités ou alors même d'organiser l'exécution, forcée ou la résolution, du pacte. Donc c'est effectivement un petit bémol par rapport au statut. En définitive, le pacte a sans doute une valeur inférieure, mais c'est un complément absolument indéniable. Alors, l'objectif, du pacte, ça va être de trouver un équilibre entre, les intérêts divergents, des associés. Donc, il y a une certaine candeur, une certaine innocence à penser que les intérêts qui convergent aujourd'hui, au moment où vous créez votre société, au moment où vous vous associez, convergeront demain. En définitive, vous n'êtes probablement pas dans une situation identique et en tout cas, si vous êtes dans une situation à peu près proche, ça ne sera certainement pas le cas demain. Certains de vos associés vont avoir besoin, de 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 gagner de l'argent, pas nécessairement gagner de l'argent et très vite, pas nécessairement vous. Certains associés vont envisager de s'associer, pour une durée limitée à 5 ans et essayer de vendre le plus vite possible. Vous, vous souhaitez peut-être créer une société pour y travailler le plus longtemps possible et si possible jusqu'à la fin de votre exercice professionnel. Un des associés voudra peut-être partir une fois que la société aura atteint, 1 000 000 d'euros de valeur. Bah, l'autre est prêt à partir quand la société aura atteint une valeur de 5 millions. Donc il y a eh, un associé, mais même tout simplement de façon purement opérationnelle, un associé est prêt à consacrer 2 jours de travail par semaine au développement du projet et vous, vous êtes prêt à vous investir à 100. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des divergences qui ne sont pas nécessairement des points bloquants, mais qu'il faut obligatoirement anticiper et évoquer dès le départ pour éviter justement que ça devienne, des conflits, peut-être parfois même irrémédiables. Alors, heu, moi je pense enfin j'ai un exemple assez précis, d'une association pour laquelle, l'objectif a été justement, de concilier ses intérêts et finalement, lors de la négociation du pacte, tout a été absolument évoqué. Toutes les parties, se sont mises d'accord sur tout, sur les conditions d'entrée, sur la valorisation, sur la façon de prendre les décisions, tout sauf sur un point, sur la rémunération de l'associé minoritaire. Et finalement, l'associé minoritaire est arrivé et a commencé à indiquer, qu'il souhaitait impérativement que sa rémunération soit garantie, que, ses augmentations soient également, garanties et il voulait également que lui soit assurée la distribution de dividendes, le tout absolument décorrélé des résultats de la société. Vous voyez ici qu'il y avait une revendication de la part de l'associé minoritaire qui était, totalement, dans son intérêt individuel, au détriment de l'intérêt social. Il n'en a pas démordu et les intérêts n'ont jamais pu être conciliés. Mais c'est à l'occasion de cette rédaction du pacte qu'on a pu s'en rendre compte et je dirais, tant mieux parce que finalement l'association n'a pas eu lieu et heureusement quand si vous voulez avant de prendre le bateau, pour partir, en mer, il faut s'assurer effectivement que l'embarcation n'a pas de planche pourrie et et donc que l'embarcation va pouvoir vous mener loin. Voilà, donc c'est effectivement, l'intérêt d'aborder cette question et ça m'amène à, à passer sur le deuxième point. Effectivement, le pacte doit assurer une mise en équilibre. C'est une recherche qui est fondamentale. Un pacte réussi, c'est un pacte qui reflète une certaine notion de justice,
une certaine équité entre les associés, évidemment à proportion de leurs intérêts respectifs et de leurs contributions respectives. Mais lorsqu'on négocie un pacte d'associés, il ne faut absolument pas perdre de vue cette recherche d'équilibre. Et dès qu'on fait un pas de côté, finalement, on s'aperçoit qu'on compromet complètement le projet d'association. J'ai encore un exemple très intéressant et qui pour moi est vraiment très très parlant de qui va vraiment démontrer à quel point cette recherche d'équilibre est essentielle et doit présider à la négociation. Heu, des associés majoritaires qui ont constitué leur société, une société de services qui fonctionne très bien. Ils envisagent d'ouvrir le capital à 2 personnes qui sont des consultants qui ont vocation à devenir minoritaires, et ils vont le faire en leur proposant 10. Mais ils vont concevoir le pacte non pas comme un outil de conciliation, mais comme un véritable bouclier. Ils se lancent dans cette proposition d'association en déployant un arsenal de dispositifs pour se protéger et pour être sûr effectivement qu'on ne viendra pas les embêter. Ça veut dire absolument hors de question qu'un jour, les associés minoritaires acquièrent une minorité de blocage. Absolument hors de question de les faire progresser dans le capital. Absolument hors de question de les conserver ne serait-ce qu'une journée de plus s'il y a à un moment donné un sujet de désaccord. La possibilité de les éjecter du jour au lendemain, sans préavis, était vraiment leur objectif principal. Et évidemment, les minoritaires rentrent dans la discussion, mais ils ne sont pas du tout, heu, du même avis. Ils vont chercher à garantir leur montée en puissance au capital. Ils veulent 10 la première année, mais la deuxième année, ils veulent 10 de plus. Puis non seulement ils veulent 10 de plus, mais ils veulent prendre part à toutes les décisions, avoir même un droit de veto. Avoir même la possibilité, parce que ça a été effectivement négocié, la possibilité de pouvoir, au terme d'une clause de sortie, éjecter les fondateurs en cas de mésentente, et puis si c'était eux qui venaient à sortir, de s'assurer que leur part serait rachetée à 2 fois le prix. Donc les minoritaires sont arrivés en utilisant le pacte d'associés comme un instrument de montée en puissance, de domination. D'abord devenir égalitaire des fondateurs, mais ensuite complètement dominer la société, c'est-à-dire mettre un pied dans la porte et puis ensuite faire entrer le loup dans la bergerie. Et vous comprenez très bien que il y a 2 positions, 2 blocs heu, totalement antagonistes, mais 2 positions indéfendables sur le principe. C'est pas comme ça qu'on peut partir en association. Et si ces 2 blocs avaient dès le départ cherché à trouver quelque chose qui soit juste au regard de l'entrée d'associés qui arrivent à 10 et qui vont prendre part au développement de la société, eh bien, ils se seraient évités bien des mésaventures. Parce que là où je veux en venir, c'est que ces négociations ont duré 2 ans. 2 ans durant lesquels le sujet du pacte d'associés a été une source de conflit inouï, une source de tension inouïe, et la collaboration opérationnelle a même failli en pâtir. Donc voilà, moi, s'il y a vraiment une chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'effectivement, il faut partir dans des négociations, dans un pacte d'associés, dans cet esprit de conciliation. Et puis, troisième point, évidemment, conclure un pacte d'associés, l'objectif, ça va être de parer à une éventuelle divergence d'intérêts. Hem, on compare souvent le pacte d'associés à un mariage. Et je vais l'emprunter à Stromae, mais qui dit mariage dit divorce. Donc on sait qu'il ne voit pas spécialement toujours la vie en rose, mais le fait est que c'est effectivement ce qui risque de se passer. Les prétoires sont remplis de conflits familiaux. Je vous confirme que les prétoires sont aussi remplis de conflits d'associés. Et il est donc absolument essentiel dans ces cas-là de l'avoir envisagé et d'avoir envisagé la sortie. Qu'est-ce qui se passe en cas de conflit? Une clause de médiation. On va essayer de s'organiser pour régler le différend. Une clause de sortie forcée, une clause d'exclusion. Voilà, tous ces éléments-là sont absolument indispensables pour vous garantir finalement le meilleur. Parce que c'est souvent ça, heu, prévoir le pire, c'est souvent ça permet souvent d'obtenir le meilleur. Alors, on va, ensuite évoquer de façon plus pragmatique les bons réflexes à adopter, dans le cadre de la négociation d'un pacte entre associés opérationnels.
Donc, l'objectif, ça va être ici, de, voilà, si vous avez bien compris effectivement tous les grands principes, de portée générale, ça devra présider à la négociation, mais on va rentrer dans le corps, même de la négociation. Vous arrivez, vous êtes entre associés opérationnels, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous allez commencer à mener une réflexion profonde au cours de laquelle il est indispensable que tous les sujets soient abordés, que, soient anticipées toutes les questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer lorsque, bah, finalement, vous ne vous êtes pas enfin, lorsque vous n'êtes pas d'accord, comment on va prendre les décisions? Qui va décider quoi? Et l'unanimité, c'est que le pacte doit emporter l'adhésion. Il est absolument hors de question que vous vous lanciez dans une association si vous n'êtes pas absolument serein et absolument d'accord et absolument prêt à suivre le pacte social. Donc c'est pour ça aussi que l'idée de justice et d'équité doit vraiment, être très présente. Et dans cette réflexion, bah, il est évidemment très utile de se faire accompagner, par un professionnel parce qu'il va orienter votre réflexion, il va vous dire à quoi penser, il va aussi mettre des garde-fous. Attention, vous voulez prévoir telle chose, bah, ce n'est pas possible, ce n'est pas valable. Donc ça va être effectivement garantir la validité du pacte et parallèlement, effectivement, ça va être aussi le moyen d'éviter les sources de tension parce qu'il y a des sujets qui sont parfois très prégnants et qui et qui peuvent un peu bloquer les discussions et ça va être de la possibilité de faire mener des discussions effectivement par un conseil ou 2 conseils selon les blocs, d'intérêt à représenter. Ça va vous permettre de gagner beaucoup, en sérénité et puis de savoir sereinement où vous allez. Alors, anticiper les divergences et comprendre les différents conflits. Donc c'est dans cet esprit-là que, il va falloir effectivement mener votre réflexion. Le principe, c'est est très ancien. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc vous allez anticiper toutes les sources de conflits possibles et savoir comment vous allez vous positionner et c'est ça qui va vous garantir effectivement que, ces conflits ne vont pas arriver. Alors, les conflits d'engagement opérationnel, ça va être quoi? Les modalités de collaboration opérationnelle, entre chaque associé. Vous allez d'abord déterminer qui va faire quoi, qui va s'occuper, de la direction administrative et financière, qui va prendre en charge l'aspect commercial, qui va s'occuper de l'aspect technique et puis vous allez, définir effectivement, quel va être le statut des uns. Certains seront freelance, certains seront dirigeants, certains auront un contrat de travail et vous allez, attendre de chacun vous allez définir des tâches qui incombent à chacun et puis prévoir ce qui se passe si les tâches ne sont pas exécutées. Est-ce qu'il y aura un mode de sanction? Est-ce qu'il y aura une exclusion? Et cetera, et cetera. Il peut y avoir aussi un engagement d'exclusivité, qu'il sera opportun, de mettre en place. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que, vous allez, vous engager à 100 dans l'entreprise, dans le développement de l'activité, ou pas. Ça peut être totalement légitime d'avoir une autre activité peut-être plus rémunératrice à côté, mais il faut savoir dans quelle proportion. Et puis quelqu'un qui se désimplique totalement d'un projet, ben, il faut effectivement pouvoir l'avoir anticipé, l'avoir contré pour savoir ensuite que faire. Il peut être également opportun de déterminer s'il y a lieu de mettre en place un engagement de non-concurrence pour s'assurer qu'un associé qui partirait, n'irait pas, derrière, partir éventuellement avec le risque de détourner tous les clients, voilà. Il peut être également opportun de prévoir l'engagement de temps de présence opérationnelle, c'est-à-dire combien de temps vous allez rester dans la société. Est-ce que vous partez pour 5 ans ou pour 2 ans? On peut avoir besoin de vous pendant 5 ans, pour monter le projet, sinon, le projet n'a aucune chance de voir le jour. Donc ça va être, effectivement des engagements qui vont être, qui vont être, absolument, indispensables et qu'est-ce qui se passe si on part plus tôt? Donc ça, on le verra aussi. Heu et puis envisager l'impact d'une incapacité. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous pouvez rester associé si, par exemple, vous avez un accident, vous êtes malade et vous êtes contraint de vous retirer de vos fonctions? Donc tout ça, ça doit être discuté entre vous et anticipé. Les conflits financiers. Le risque de conflit financier, ben, on le voit très bien, il va arriver autour de la rémunération. Heu, vous n'avez pas nécessairement les mêmes besoins, vous n'avez pas nécessairement les mêmes souhaits. Certains vont considérer qu'il est normal, absolument normal, d'être, rémunéré et augmenté,
et d'avoir une feuille de route à ce sujet. Donc voilà, il faut que vous soyez en phase et puis, que la situation soit adaptée en fonction des situations chacun. Les frais aussi, ça c'est un sujet qui est particulièrement important. Est-ce que vous supporteriez que votre, associé roule en voiture de sport et fasse financer les frais de la soci par la société, alors que vous vous déplacez en vélo? Voilà, donc tout ça, c'est des discussions sur lesquelles on se met d'accord et qui peuvent être anticipées dans le pacte. L'engagement financier des associés, ça aussi c'est un sujet important. Qui peut mettre du cash dans la société? Qui peut, si la société a besoin de trésorerie, renflouer les caisses? Sous quelle forme? Est-ce que ça va être un compte courant d'associés? Est-ce que ça va être une augmentation de capital? Est-ce qu'on est prêt à laisser quelqu'un monter plus en capital? Est-ce que ça ne serait pas légitime d'ailleurs s'il est capable de mettre de l'argent ou pas? Donc l'expliquer et dérouler la feuille de route. Et puis la distribution des dividendes, qui aussi va être un sujet particulièrement important sur laquelle on peut anticiper. Ça va être de dire, est-ce que dès qu'il y a des dividendes, on les distribue tout de suite? Bah, certains vont en avoir peut-être et même probablement besoin tout de suite, puis d'autres n'ont pas du tout le même niveau de besoin. Donc, seront plutôt favorables à ce que les dividendes soient mis en réserve pour pouvoir être réinvestis ailleurs. Donc vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont importantes et si elles ne sont pas abordées avant, vous voyez très bien qu'en quelques mois, la situation peut dégénérer en conflit. On a également les conflits de gouvernance. Ça, c'est absolument indispensable de déterminer comment, on va décider. Parfois, un associé n'est pas dirigeant. C'est souvent le dirigeant qui a le plein pouvoir dans une société. Mais il peut être vraiment opportun, voire même nécessaire, parce qu'il a une connaissance particulière dans un aspect technique et qu'on va parler du développement, d'une solution technique ou alors parce qu'il a des compétences particulières en matière commerciale et que ça a justement trait à sa partie, ça va être opportun que ce soit lui qui prenne les décisions. Par le pacte, on va pouvoir l'organiser. C'est lui qui va prendre les décisions ou alors il y aura un système de consultation réciproque, voire même on va pouvoir décider de mettre en place un comité stratégique qui, sur certains sujets, va prendre des décisions en commun à une majorité déterminée et puis, sinon, si on ne parvient pas à mettre en place un mode décisionnel, enfin à dire qui va décider quoi, on peut prévoir un droit à l'information qui va être particulièrement étendu sur tel sujet au profit, d'un tel. Les conflits de répartition du capital, bah, ça effectivement, c'est ce qui peut être, un véritable sujet. Ça va être de savoir effectivement, comme je le disais tout à l'heure, heu, pour combien de temps on reste, au bout de combien de temps on est prêt à partir et au bout de combien de temps on s'engage à rester. Ça va être toutes les clauses, heu, qu'on va intégrer dans le pacte qui vont permettre de réguler cela. La clause d'inaliénabilité va empêcher un dirigeant, par exemple, de céder ses titres pendant une durée, déterminée à préciser. Il peut y avoir également un droit de préemption, la possibilité d'accorder un droit de préférence sur le rachat des parts de celui qui sort au bénéfice d'un associé en particulier. Il peut y avoir également la procédure d'agrément, où on va justement éviter une source de conflit importante, c'est-à-dire l'arrivée d'un tiers qui n'aurait pas été choisi et qui va être amené, qui pourrait être amené à rentrer dans la société. Eh ben, par l'agrément, on va exiger que l'accord des associés soit donné, sinon, on fait autrement. Et puis, il y a évidemment donc toutes les clauses, d'obligation et droits de sortie, conjointes qui permettent d'organiser dans certaines conditions particulières, le départ ou au contraire, enfin l'obligation de partir ou au contraire le droit de partir. Donc voilà et effectivement, donc ensuite, une fois que cela aura été évoqué, il va falloir négocier la possibilité de prévoir le mode de règlement des conflits, si des différends surviennent et paraissent irréconciliables. Ça va être donc tout ce qui est clause d'exclusion. En fonction d'un comportement fautif donné, eh bien, une sanction qui va être mise en place, des clauses de shotgun ou de buy or sell, et puis des clauses qui vont organiser les clauses de shotgun et de buy or sell, pardon, qui permettent d'organiser soit le rachat forcé par un associé des parts, soit au contraire la vente forcée des parts au profit d'un associé dans une situation de conflit donné. Et toutes les clauses qui vont organiser la sortie des associés doivent être très précises sur la valorisation des parts et sur le calendrier de sortie, de façon justement à éviter qu'une situation de conflit ne perdure trop longtemps et ne génère elle-même un conflit. Alors ensuite, on va
passer on va évoquer tous les bons réflexes à adopter dans le cadre de la négociation d'un pacte d'associés, dans le cadre d'une levée de fonds. On est ici dans un contexte complètement différent, puisque ce sont des associés qui vont chercher à faire venir des investisseurs et que les négociations vont pas du tout porter sur les mêmes choses. Alors, l'intérêt des investisseurs qui s'intéresser à votre projet, parce que vous les avez intéressés, ça va être de protéger leur investissement avant tout et d'assurer leur retour sur investissement. Et donc, il y a dans le cadre de ces levées de fonds, dans le cadre de ces recherches d'investissement, dans les pactes d'associés, ce qu'on appelle les clauses dites marketplace, c'est-à-dire toute une série de clauses qui vont être systématiquement proposées parce qu'elles remplissent ces fonctions de protéger l'investissement et d'assurer le retour sur investissement, c'est-à-dire d'assurer à l'investisseur qu'il va effectivement repartir soit avec le minimum de dégâts, soit avec le maximum de fonds. Donc, toutes ces clauses, elles vont toujours revenir, mais il faut à tout prix que vous gardiez en tête une chose, c'est que toutes ces clauses sont toujours systématiquement négociables. Il y a toujours quelque chose à proposer, il y a toujours des seuils à baisser, il y a toujours des durées à allonger. Et puis, euh, certaines clauses, lorsque on les accepte, elles peuvent paraître être des concessions trop importantes. Sachez qu'elles peuvent être contrebalancées par d'autres clauses, celles qui vont améliorer par exemple votre statut, qui vont limiter la précarité de la situation, par exemple, du dirigeant ou qui vont lui permettre notamment en termes de rémunération d'obtenir une compensation. Donc, ces clauses, il faut effectivement bien considérer. Alors, très encadré, est-ce que pardon? C'est concernant la clause de non-concurrence, elle est très encadrée dans le cadre des salariés. Quelles sont les différences et possibilités si elle est réalisée dans le cadre d'un pacte? Est-ce que c'est plus souple? Beh, écoutez, c'est une excellente question parce que la clause de non-concurrence est très spécifique, c'est-à-dire que les règles du droit social ont vocation à se cumuler avec celles applicables en matière de pacte de droit de la concurrence, pardon, pas de en matière de pacte d'associés. Hem Pour les salariés, il faut obligatoirement, lorsqu'on intègre une clause dans un pacte d'associés, prévoir qu'elle sera rémunérée, sinon la clause ne sera pas valable. Ça, c'est effectivement, absolument indispensable. Je sais que pour les administrateurs, certains considèrent qu'elle devrait être également rémunérée, mais la position là-dessus n'est pas spécialement, hem, définitive. Mais il est évident que vous allez devoir effectivement vous assurer qu'il n'y a pas de contradiction avec, le droit du travail. Voilà. Hem Voilà, donc je continue heu, sur la conciliation des intérêts des fondateurs avec ceux des investisseurs, dans le cadre, des levées de fonds. Effectivement, donc l'objectif, numéro 2 des investisseurs, ça va être pardon, numéro 1, ça va être de sécuriser l'investissement, heu en de sécuriser leur investissement et le meilleur moyen qu'ils ont de sécuriser leur investissement, ça va être tout d'abord de sécuriser l'engagement des hommes clés. On l'a vu, s'assurer que, les hommes clés, c'est-à-dire ceux sur qui repose vraiment le projet, heu, vont bien rester dans la société. C'est les clauses d'inaliénabilité des titres. Seulement effectivement, être empêché de vendre ses titres pendant 5 ans, ça peut être très lourd. Donc on peut le négocier. On peut proposer ce qu'on appelle des clauses de respiration, c'est-à-dire la possibilité tous les ans de céder une petite partie des titres, par exemple pour pouvoir, débloquer, un peu d'argent pour réaliser un projet personnel. Ça, c'est des choses qui peuvent être négociées. La clause d'exclusivité et de non-concurrence, bah, on peut également la négocier. On peut dire: «Très bien, c'est effectivement logique de s'investir à fond dans la réalisation du projet pendant les premières années, mais peut-être pas au bout de 3 ou 4 ans. Au bout de 3 ou 4 ans, la société sera lancée, donc on va pouvoir atténuer, on va pouvoir prévoir une dégressivité. Peut-être pour moi la possibilité d'aller monter d'autres projets. Il y a également les clauses de retrait des investisseurs et les clauses de bad liver. Ça, c'est effectivement des clauses que vous verrez partout dans absolument tous les pactes d'associés. C'est la sanction effective du pacte, c'est-à-dire c'est ce qui va vraiment vous permettre enfin permettre en tout cas aux investisseurs de s'assurer de votre implication effective. Ça sert à rien de vous demander d'être impliqué et d'être là si derrière il y a pas, le coup de bâton. Le coup de bâton, il est redoutable. Soit c'est une clause de retrait des investisseurs, c'est-à-dire
En cas de comportement fautif donné de désimplication, l'investisseur part, la société est obligée de payer. Vous imaginez dans quelle situation peut se retrouver la société qui, du jour au lendemain, perd ses fonds et est obligée de rembourser tout le monde. Donc ça, c'est effectivement une clause euh, qui est vraiment très efficace. Et puis la clause du bad liver, c'est la clause qui va tout simplement vous obliger de vendre vos titres si vous avez commis une faute grave, si vous partez en vacances tout le temps, si vous n'êtes plus aux fonctions. Si vous n'êtes plus aux responsabilités, eh bien, on va activer le bad liver. Vous allez perdre votre statut de dirigeant, être révoqué et parallèlement, vos parts vont être achetées avec une dégressivité de 50, 40% et donc vous aurez tout perdu. Ça, c'est effectivement la meilleure sanction qui soit. Et puis, il y a des clauses aussi qui peuvent encadrer le statut de dirigeant et qui vont s'imposer notamment, par exemple, si les investisseurs sont majoritaires, le dirigeant va à ce moment-là pouvoir se sentir un peu précaire, puisqu'on n'oublie pas que dans une SAS, le dirigeant peut être révoqué ad nutum, c'est-à-dire comme ça. Donc, il va y avoir un moyen, peut-être, de jouer sur une indemnité de révocation, donc les fameux golden parachutes, dont on sait que leur validité est très douteuse. Il faut rester très raisonnable. Mais enfin, ça peut être un moyen aussi de vous sécuriser. Ça peut être quelque chose à demander, même si les investisseurs vont toujours prévoir donner une prime à la tâche plutôt qu'une prime au départ. Donc, ils vont toujours préférer, si vous voulez, vous accorder un intéressement, une rémunération importante, de jolis bonus, plutôt que de vous donner cette indemnité. Mais elle peut être vraiment négociée. Puis également, un dirigeant ne touchant pas le chômage, il sera utile de négocier également peut-être une assurance de perte d'emploi pour pouvoir avoir effectivement, en cas de difficulté, finalement une assise et puis un filet de secours. Voilà. Heu, la suite, donc ça va être sécuriser la participation au capital. L'objectif des investisseurs, ça va être de s'assurer effectivement qu'ils n'ont pas investi et qu'ils ne vont pas, tout perdre en étant excessivement dilués à la suite de levées de fonds successives ou alors, effectivement, d'avoir investi, mettons 100 pour un investissement qui ne vaudrait plus que 40. Donc il y a tout un ensemble de clauses qui peuvent être mises en place et qui vont assurer les investisseurs qu'ils ne seront pas dilués et qui vont leur permettre de se reluer. Alors, les clauses anti-dilution vont permettre notamment aux investisseurs de prendre part à toutes les opérations sur le capital et de s'assurer que, bah, quel que soit effectivement s'il y a des augmentations de capital, ils pourront toujours aussi y participer pour garder euh, le même niveau de participation dans le capital. Il y a les clauses. Alors, pardon. Pourquoi la rédaction du pacte ne doit pas être confiée aux investisseurs? Il est toujours possible de négocier ce qui a été rédigé côté société cible par les allers-retours de lecture où je suis naïve. Alors, la rédaction du pacte ne doit pas être confiée aux investisseurs nécessairement. Parce que, si vous voulez, lorsqu'un investisseur arrive, il a vocation à rester un temps limité dans la société. C'est pas lui qui va être là du début jusqu'à la fin. Il vient parfois pour 3 ans, pour 5 ans, pour 7 ans. C'est pour moi assez essentiel qu'il y ait une continuité, si vous voulez, dans la rédaction des statuts. C'est-à-dire que celui qui, qui lance la société et qui est là en fait pour au départ, qui comprend effectivement quel est le projet, qui va parler à tous les hommes, prenne la plume et garde cette plume en intégrant effectivement les suggestions des investisseurs. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on va tout de suite penser que parce que l'investisseur arrive et qu'il va mettre parfois beaucoup d'argent dans la société et qui va parfois même prendre en charge la rédaction des actes, eh bien c'est lui qui doit prendre nécessairement la plume. Celui qui prend la plume, c'est celui qui a l'avantage. Toujours c'est pas toujours légitime de donner cet avantage aux investisseurs, a fortiori lorsqu'ils sont minoritaires et de passage pour très peu de temps. Voilà. Et après, effectivement, comme vous le dites, heureusement, on peut toujours, quoi qu'il arrive, arriver et rajouter. Et d'ailleurs, et rajouter sa sauce. D'ailleurs, au final, un pacte, dans le cadre d'une levée de fonds notamment, c'est toujours le reflet, un pacte bien négocié, où les intérêts de tout le monde ont été bien défendus, c'est toujours le reflet du tour de table. Si vous avez effectivement des Américains, le pacte sera teinté de pratiques anglo-saxonnes. Si vous avez des gens qui sont des associés qui sont du secteur de l'industrie, ben, il y aura
une patte du secteur de l'industrie. Il y aura autant finalement de pactes que d'intervenants possibles et donc c'est effectivement le produit final auquel on arrivera. Mais pour moi, en termes évidemment de stratégie, c'est beaucoup plus, légitime de prendre la plume au départ et ensuite de s'adapter. Alors, on va peut-être, continuer. Alors, oui, donc je continue sur les investisseurs. Hem, Leur objectif, ça va être de toujours garder le contrôle des décisions importantes. Ils vont, parfois, même, sur certains sujets, de façon totalement légitime, imposer un droit de veto. Et puis, avec une limite, c'est qu'ils vont absolument tout faire, enfin, pour en aucun cas ne prendre des décisions opérationnelles. Leur spectre finalement, leur crainte, leur principale crainte, ça va être la requalification en gestion de fait. Le dirigeant, c'est vous, donc toute la gestion opérationnelle, ça va rester vous et l'investisseur, lui, va chercher, à contrôler les décisions, mais absolument pas à vous remplacer. Et dans certains cas, la responsabilité qui incombe aux dirigeants, elle peut être très, très, très importante et à l'inverse, vous allez chercher, à faire valider un maximum de décisions, par un comité stratégique au sein duquel les investisseurs participeront, parce que vous aurez le sentiment d'être protégé et donc ça, c'est effectivement une pure question d'appréciation de fait. Dans certains cas, il va falloir, vous battre pour éviter d'avoir un droit de veto, pour garder au maximum les mains libres et dans certains cas, au contraire, il sera particulièrement important, pour vous, d'obtenir une couverture et de faire en sorte que les décisions les plus importantes soient vraiment prises par les investisseurs. Enfin, par, le comité stratégique ou validées en tout cas par le comité stratégique. Et donc, alors le dernier objectif évidemment des investisseurs, ça va être d'obtenir, leur retour sur investissement. S'ils ont prévu de rester 5 ans, 6 ans, 7 ans, bah, au bout des 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils veulent sortir et ils veulent sortir aux meilleures conditions. Donc ils vont intégrer clause marketplace, la fameuse clause d'objectif de liquidité, c'est-à-dire la clause qui va leur permettre de sortir à une date définie, hem et qui va, dans certains cas, vous imposer de racheter leurs titres ou en tout cas de rechercher un repreneur et qui peut, pour permettre justement cette sortie et qui peut aboutir, si personne ne veut reprendre leur titre, à la cession intégrale de la société. Donc là, vous comprenez effectivement que ça peut être très, très, très embêtant, pour vous si effectivement au bout de 5 ans, l'investisseur veut sortir, et que, vous ne trouvez pas, de repreneur, vous pourriez être à ce moment-là contraint de céder, l'entreprise. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer dans ces cas de négocier la durée la plus longue possible, de liquidité pour la première phase, c'est-à-dire de dire: «Bon, bah, voilà, vous sortez pas dans 3 ans, dans 4 ans, vous sortez dans 7 ans» et puis pour la seconde phase, ça va être, bah, d'essayer d'obtenir un droit de préemption, de pouvoir au moins racheter toutes les parts sociales de l'investisseur, si jamais, c'est la cession totale de la société qui est encourue ou alors, bah, d'essayer, effectivement, d'avoir le moins de contraintes possibles à ce titre. Puis, il y a des clauses qui permettent d'assurer une garantie minimale de liquidité. Ce sont des clauses qui permettent aux investisseurs de s'assurer que, par exemple, s'il y a une opération qui met fin à la détention des titres, de type liquidation de la société, une fusion ou quoi que ce soit, eh bien, dans ces cas-là, ils auront un traitement préférentiel, c'est-à-dire qu'ils seront payés, ils toucheront un boni de liquidation par préférence au-delà des autres. Ça, c'est des clauses aussi qu'il faut impérativement encadrer parce que, bah, il serait assez logique, par exemple, que ce traitement préférentiel s'arrête exclusivement au montant investi, mais que l'investisseur ne touche pas plus que ce qu'il a investi. Et puis, il y a également toutes les clauses qui assurent une garantie minimale sur les revenus de l'investissement. Ça va être des clauses, qui permettent, une distribution de dividendes prioritaire aux investisseurs, et qui vont, effectivement leur assurer de toucher tous les ans, de l'argent. Alors ces clauses, évidemment, elles ne peuvent pas être, cumulées avec une clause d'objectif de liquidité puisqu'elles ont des objectifs contraires, mais elles sont parfois imposées. Donc il faut vraiment, veiller. Si vous acceptez la clause qui assure une garantie minimale de revenus sur l'investissement, n'acceptez pas la clause, d'objectif de liquidité. Enfin, c'est un petit peu manichéen, mais c'est un peu comme ça qu'il faut, qu'il faut avancer.
Alors ensuite, on on va aborder, très rapidement la rédaction du pacte elle-même, donc des aspects un peu plus techniques, sur les modalités même de rédaction, de ce pacte, avec des erreurs à éviter. Alors ça va être, très, très clair, ça va être de proscrire toutes les clauses qui ne sont pas valables ou dont la validité est douteuse. Ça va être par exemple les clauses léonines. C'est des clauses qui attribuent, ce qu'on appelle la part du lion à un associé, qui lui permettent de toucher tous les bénéfices ou au contraire qui privent un associé de tous les bénéfices, mettent à sa charge toutes ses pertes. Elles sont disproportionnées. Ça va être des clauses qui sont contraires à l'ordre public, comme la privation totale de droit de vote. Ça peut être, également, des clauses des pactes qui vont être, en contradiction avec les clauses statutaires. Les clauses statutaires vont toujours prévaloir. Il faut également éviter toutes les causes d'inefficacité du pacte et il est vital de prévoir sa transmission aux ayants droit, aux héritiers. Heu, il faut également prévoir que chaque nouvel acquéreur des titres ne pourra rentrer dans la société que s'il a signé le pacte. Sinon, effectivement, c'est une grosse cause d'inefficacité. Puis, il va falloir organiser la survie du pacte en cas, de nullité d'une clause et donc ça va être des clauses qui vont dire que, la nullité, du c'est des clauses de nullité partielle. La nullité d'une clause, ne n'entache pas, la validité totale, de l'acte. Et puis, il faut aussi obligatoirement prévoir une durée déterminée au pacte, parce qu'un pacte qui n'aurait pas de durée déterminée serait résiliable à n'importe quel moment et n'importe qui pourrait en sortir, donc il n'aurait plus aucun aspect contraignant. Il faut éviter toutes les clauses de façon plus générale qui créent une difficulté dans le pacte, omettre de prévoir des sanctions. C'est indispensable de prévoir des sanctions à chaque règle que l'on crée, qu'on met en place. Pourquoi? Parce que, bah, s'il n'y a pas de sanction dissuasive, le pacte n'a plus aucun effet. Ça peut être l'exécution forcée, ça peut être des pénalités, ça peut être des dommages intérêts. Et effectivement, comme on l'a vu, le bad leaver, la fameuse clause de départ forcé, qui elle est sans doute la plus redoutable des sanctions. Omettre de rendre le pacte opposable à la société, donc ça effectivement, il faut impérativement que le pacte puisse être déclaré opposable à la société. Et puis il est également de bon ton de, désigner un gestionnaire du pacte, puisque quand on va se conclure des promesses de cession croisée et cetera, il faut vraiment qu'elles puissent être exécutées. Donc voilà, pour conclure, moi, s'il y a vraiment quelque chose que je souhaitais, impérativement, que vous reteniez, c'est que, effectivement, donc ce sont tous les principes qui président à la négociation, d'un pacte. Cette recherche de conciliation, cette recherche d'équilibre, de justice entre les associés, à proportion des contributions de chacun. Pour moi, si vous avez retenu ça, vous avez, retenu, l'essentiel. C'est comme ça que vous allez bien vous lancer dans l'association et c'est comme ça qu'elle va bien se dérouler. Le pacte doit donc anticiper la désalignement des intérêts. C'est effectivement un des objectifs, hein, vous l'avez vu tout au long de cette masterclass, qu'il faut vraiment, heu, absolument, absolument poursuivre. Le pacte bien négocié, c'est le reflet du tour de table. Chacun, y a sa patte, chacun y a sa partie, chacun voit ses intérêts représentés et puis il n'y a pas vraiment, encore une fois aussi, hein, quelque chose à retenir d'important, il n'y a pas de modèle universel de pacte d'associés, même si, on va, vous en mettre, à disposition dans le cadre de nos contenus. Les clauses de marketplace qui sont toutes bien connues, elles peuvent toutes être adaptées et négociées et chaque pacte doit être vraiment affiné en fonction de votre situation respective. Moi, je vous conseille aussi de vous faire assister par un avocat et notamment lorsqu'il y a 2 blocs d'intérêt en présence, heu, qui sont, hem, qui sont effectivement, les minoritaires et les majoritaires. Voilà, cette masterclass va s'arrêter. J'étais ravie de pouvoir partager avec vous, heu, mes expériences à ce sujet et si vous avez des questions, donc je serais ravie de pouvoir, y répondre. Je vous invite, à me contacter, via LinkedIn, ou à mon adresse email internet si vous avez des questions, plus précises et puis,
Voilà, vous avez mes coordonnées effectivement, qui apparaissent. Je serais absolument ravie, de pouvoir échanger avec vous, et de pouvoir aborder plus en profondeur, certaines questions qui pourraient vous intéresser.